Bonsoir. Je pense que nous allons commencer cette soirée exceptionnelle. Nous avons le plaisir d'accueillir Dmitri Tcherniakov. Donc, je vais vous remettre un petit peu le contexte quand même, puisque, comme vous le savez, le calendrier des événements culturels du collège s'est enrichi récemment à travers l'invitation d'artistes et d'intellectuels de très, très grand renom. Mathieu Pernaut, comme vous le savez, qui est photographe, est actuellement en résidence au Collège de France. Depuis juin 2016, on a eu des personnalités très très marquantes. Anish Kapoor, bien sûr, Villa Matas, Madame González Foster, qui est là. Merci d'être venu, c'est gentil. Franck Guéry, Vargas Llosa, David Graeber. Et puis, le Collège de France, comme vous le savez, est entièrement libre. Donc, s'il vous plaît, allez sur le site du Collège et quand vous voyez une conférence qui vous intéresse, sachez que vous êtes invité en permanence ici. Nous sommes donc une institution qui est ouverte aux artistes et les formes d'intervention peuvent être tout à fait diverses. La chaire de création artistique, qui est une chaire du Collège de France, est toujours active et cette année, nous avons eu le plaisir d'y élire le cinéaste Amos Gitaï, qui donne actuellement ses cours. Et je vous invite à venir écouter ses cours ou à les prendre sur le site du collège, qui retransmet les cours de façon extrêmement fidèle. Une autre manifestation qu'on a eue en avril, c'était évidemment la masterclass donnée par Philippe Jordan sur le thème de Don Juan. Ça s'inscrivait évidemment dans l'invitation de l'Opéra de Paris au Collège de France, dans le cadre du 350e anniversaire du collège, et nous avons entendu, pour ouvrir cette série, Stéphane Lissner. Merci Stéphane, merci Olivier Aldeano d'avoir permis que cette chose se fasse. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Nous avons aujourd'hui Dmitri Tcherniakov, nous aurons le grand photographe Sugimoto. Vous êtes peut-être passé par Versailles récemment, je ne sais pas, mais si vous y êtes passé, vous avez pu y voir certaines de ses œuvres, ou une de ses œuvres en tout cas. Et puis nous aurons Anne-Theresa de Kersmaker au printemps. Donc c'est un grand moment pour le collège que ce moment où nous pouvons accueillir tous ces artistes. Donc Dmitri Tcherniakov, vous êtes metteur en scène d'opéra, je crois. Vous êtes né, vous avez fait vos études à Moscou. Et maintenant, votre carrière est véritablement internationale. Vous avez exercé dans toutes les grandes maisons d'opéra. Vous serez à l'Opéra de la Bastille en janvier, je crois, pour une mise en scène des Troyens. Et puis, vous reviendrez à l'Opéra, mais Garnier, cette fois-ci, au printemps, pour une production du diptyque Yolanda et Casse-Noisette de Tchaïkovski. Et dans la même saison, alors là, je ne sais pas comment vous faites. Votre diversité est incroyable. Vous allez mettre en scène les fiançailles au couvent de Prokofiev, je crois, à Berlin. Et puis le conte du Tsar Sultan à la Monnaie de Bruxelles. Donc je peux que vous exprimer toute ma reconnaissance pour avoir trouvé le temps de répondre à notre invitation. Et nous sommes évidemment tous extrêmement honorés. Un grand merci à l'Opéra de Paris, de nouveau, d'avoir accepté avec enthousiasme notre proposition et d'avoir construit cette série de conférences. Donc la qualité, la diversité et l'originalité sont évidentes. Il ne faut surtout pas omettre de remercier la Fondation Hugo, qui organise et finance ces événements, ce qui revient un peu à me remercier moi-même, puisque, comme vous le savez, l'administrateur préside le conseil d'administration de la Fondation, dont il nomme le directeur ou la directrice. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Madame, Monsieur, bonsoir. Je m'appelle Dmitri Tcherniakov. Malheureusement, je ne parle pas français. Je vais parler en russe avec les traductions. Bonsoir. Je voudrais parler aujourd'hui de la façon dont les opéras sont créés.
J'ai choisi un format assez intéressant pour notre entretien. Je vais raconter comment j'invente mes spectacles. Je ne vais pas parler du travail avec les solistes, avec les acteurs. Je ne vais pas parler de l'opéra dans son ensemble. Je vais raconter les questions que je rencontre quand je mets en scène mes opéras. D'où viennent mes idées? Quelle est la cuisine interne que j'utilise? Alors, pour que vous puissiez tout comprendre, je vous présenterai le chemin de création de 3 opéras. Le premier est très ancien. Il a été monté en 2006 au Bolchoï. C'est Eugène Onegin. Peut-être vous vous souvenez, à l'Opéra Garnier, nous l'avons présenté en 2008. Ensuite, le Macbeth de Verdi en 2008 à l'Opéra Bastille. Et le 3e spectacle est très jeune, c'est Carmen que nous avons présenté à Aix-en-Provence l'année dernière, en 2017. Je vais vous présenter donc ces 3 titres. Je vais vous raconter la naissance de ces 3 spectacles, de A à Z. Je vais commencer par Eugène Onegin. C'est un sujet qui m'est très proche, le spectacle qui est très proche pour moi. Il a été créé donc à Moscou il y a 12 ans. Peut-être vous l'avez vu sur le DVD. Et je vais vous faire voir plusieurs extraits de ces 3 spectacles. Alors, ce sera une illustration de mes propos. Si vous ne comprenez pas bien ce que je vous explique, alors vous pourrez le voir sur l'écran. Ce serait peut-être plus explicite, si vous voulez. Eh bien, Eugène Onegin, il y a 20 ans, le Bolchoï m'a demandé de mettre en scène un nouvel Eugène Onegin. Et je dois vous avouer que j'ai éprouvé vraiment une terreur. Sans exagérer, Eugène Onegin, le dernier Eugène Onegin avait été monté dans les années 40. Alors, pendant 60 ans, ce spectacle est resté sur la scène du Bolchoï. Alors, pratiquement tous les grands chanteurs russes du XXe siècle ont chanté dans cette production. Je ne savais pas comment les gens allaient prendre mon intrusion, si vous voulez. C'est un titre sacré pour l'opéra russe. Alors j'étais extrêmement stressée. Je ne savais pas comment aborder la question. Je voulais refuser. Après, j'ai décidé de ne pas refuser. Moi-même, j'ai été obsédée par des clichés. D'ailleurs, la première fois que j'ai mis le pied à l'opéra, c'était justement lorsque j'avais 11 ans et lorsque je suis allée au Bolchoï pour voir Eugène Onegin, justement cette production que je devais remplacer maintenant. La question que je me posais était la suivante. Comment je fais? Comment je trouve un lien avec la salle, avec les spectateurs? Comment puis-je leur parler? Comment est-ce que Moscou, les spectateurs de Moscou vont voir ce spectacle? Eh bien, j'essaie dans tous mes spectacles de trouver un point de jonction avec notre époque. Même si l'action se situe dans une époque abstraite, les costumes sont abstraits, on ne peut pas les situer, on ne peut pas les planter dans le temps. Je n'essaye pas d'ancrer le spectacle ou d'inventer une fausse réalité. J'essaie de raconter quelque chose qui trouvera un écho dans l'âme des spectateurs. Alors, comment trouver cette vie nouvelle dans un matériau aussi ancien, aussi habituel? Alors, finalement, je trouver une approche suivante. J'ai essayé de passer par Tchaïkovski, par le personnage de Tchaïkovski, la façon dont Tchaïkovski se sentait dans le monde, dans la société, s'il se sentait comme un outsider. J'essayais de comprendre ce qui était proche pour Tchaïkovski dans Eugène Onegin, parce que ça se base sur l'œuvre de Pouchkine, mais il ne reste pas grand-chose de Pouchkine non plus dans l'opéra. Alors j'ai compris que le personnage principal, c'est Tatiana, et pas Onegin, et le deuxième personnage principal, c'est Lenski. Et les deux ont une position particulière vis-à-vis des autres personnages. Tatiana, c'est une vraie outsider. Elle ne sait pas comment faire dans la société qui l'entoure. Elle ne sait pas comment communiquer avec les gens qui l'entourent. D'habitude, elle reste là sans parler.
Elle garde son silence. Les autres pensent qu'elle est bizarre, d'autres pensent qu'elle est folle, d'autres encore pensent qu'elle cherche à se rendre intéressante. Elle a du mal à vivre dans la société. La société la repousse en quelque sorte, mais elle est d'accord pour quitter ce groupe. Elle est mieux seule. Elle est mieux quand elle est seule dans une pièce, dans la salle. Le monde se remplit pour elle. Lorsqu'elle doit évoluer parmi sa famille, parmi ses voisins, les invités, elle souffre. Elle n'arrive pas à trouver sa place. La mère est un peu condescendante à son égard. Les voisins sourient en regardant cette fille un peu bizarre. Alors, je cherchais cette sensation de solitude de Tatiana. Tatiana était toute seule et tous les autres étaient ensemble. Et elle ressent que les autres sont unis, qu'il y a quelque chose qui les regroupe. Et moi, Tatiana, je suis de côté. Et alors, je cherchais à savoir comment faire ça, comment montrer cela. Ceci n'est pas dans le sujet, ceci n'est pas dans le roman, ceci n'est pas dans le livret. Alors, comment faire pour montrer ce décalage entre une personne seule et un ensemble de personnes de l'autre côté? Et alors, j'ai eu cette idée. Pour passer du temps ensemble, pour passer leur loisir ensemble, qu'est-ce que les gens faisaient en Russie? Et dans la tradition russe, les gens se réunissent autour d'une table, d'une grande table. Ce sont les gens de la famille, les filles, la mère, les voisins, les amis se réunissent autour de cette table. Et Tatiana, on la force à s'asseoir à table. Alors elle vient, elle s'assoit, elle ne parle pas, elle garde le silence. Dès qu'elle voit Onegin, elle se l'invente. Elle ne sait pas qui il est. Elle ne saura jamais qui il est. C'est le produit, le fruit de son imagination. Et dès que les invités quittent la salle et que cette table est vide, et cette table restera tout le temps sur scène d'ailleurs, eh bien, Tatiana reste là, reste devant cette table. Nous voyons cette scène de la lettre, de l'écriture de lettres. Elle essaie d'établir un contact avec cet interlocuteur qui n'existe pas en fait, qu'elle s'est inventé. Je vais vous montrer 2 extraits pour que vous puissiez mieux comprendre la relation entre Tatiana et les autres. Alors, toutes les scènes du genre, par exemple, les jeunes filles qui cueillent les fruits ou les couplets de Triquet, eh bien, toutes ces scènes de masse, en quelque sorte, scènes du genre, contribuent à faire ressentir cette solitude de Tatiana. Pour elle, Onegin, qu'elle invente, peut l'emmener ailleurs, s'envoler avec elle quelque part, parce qu'elle souffre, elle ne se sent pas à l'aise dans ce monde-là. Mais lorsqu'elle lui parle, en réalité, elle voit que tout cela, elle se l'est inventé. Ça n'existe pas. Et c'est pareil pour Lenski. Je vais vous l'expliquer mieux. Vous verrez mieux quand vous allez voir l'extrait. Donc, il y a donc cette petite entrée en matière, une introduction, une petite mélodie dans la musique que les spécialistes appellent le rêve de Tatiana. J'aime pas trop ce genre de cliché, mais là je vais vous montrer, je vais vous faire entendre cette musique que les autres n'entendent pas et que Tatiana est la seule à entendre. C'est le tout début du spectacle.
C'est le tout début de l'opéra. Et nous voyons bien que Tatiana a du mal à s'inscrire dans ce groupe. Elle n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec qui que ce soit dans sa maison, même si les relations sont tout à fait bienveillantes. Mais elle a quelque chose de particulier. Et puis lorsque son rêve d'Onegin, son invention d'Onegin s'écroule, lorsqu'elle comprend que c'est quelqu'un d'autres, totalement différents de son invention, eh bien, elle se renferme encore plus. Et nous allons voir encore un extrait avec Lenski, où on va encore le ressentir encore plus fort, la difficulté qu'elle a de se retrouver dans tout ce monde. Et puis, des années auront passé et nous allons voir le même décor qu'ici, ou pratiquement le même décor qu'ici. Ce sera à Saint-Pétersbourg, mais le décor sera pratiquement pareil. Eh bien, au bout de bien des années, Tatiana sera une femme mûre. Nous aurons un décor un peu différent, mais qui ressemblera à celui-là, avec une énorme table au centre de la pièce. Nous comprendrons bien que cette table est tout à fait ailleurs, dans un autre monde, dans un autre milieu. Mais là aussi, il y a une communauté qui se forme autour de cette table et une autre Tatiana viendra s'asseoir à cette table. Elle sera déjà différente, elle aura changé. Elle va s'asseoir de manière tout à fait facile à cette table. Ce sera une femme extraordinaire, une femme qui a beaucoup d'aisance, une femme qui parle très facilement avec tout le monde. Alors, nous aurons compris qu'elle a changé. Qu'est-ce qui se sera passé? Eh bien, elle aura vaincu cette espèce d'autisme. Elle l'aura arraché comme une tumeur de son corps pour pouvoir survivre, pour arriver à s'inscrire dans la société, dans le monde qui l'entoure. Mais nous allons comprendre également qu'au fond d'elle-même, elle est la Tatiana d'avant, qu'elle a plus de facilité de garder la façade. Elle a beaucoup de mal à revenir vers elle-même, celle qu'elle a été avant. Alors là maintenant, vous allez voir encore un extrait où Tatiana parle avec la chaise et qui en fait est la chaise où Onegin s'est assis. Et alors elle parle à ce personnage imaginaire. Elle invente tout. C'est une sorte de prière, une véritable prière. Elle est en adoration. C'est une sorte de rituel qu'elle crée. Et nous allons, encore une fois, je vais vous dire que nous n'avons pas ancré cet opéra dans le temps. C'est quelque chose d'ancien, mais nous ne disons pas quelle est cette époque. Si c'est une époque c'est l'époque de Tchaïkovski, de Pouchkine, de Tchekhov, est-ce le XXe siècle? Nous avons essayé de mélanger les époques en ce qui concerne les costumes, en ce qui concerne le décor. Peu importe quel est le pouvoir en place, peu importe quel est le siècle qui se déroule dehors, nous regardons ce qui se passe dans l'intimité des êtres humains. Nous le regardons sous une loupe. Tout le reste vient de l'extérieur par la nature, si vous voulez. Donc, je vous montre la dernière partie de la scène avec la lettre de Tatiana, où elle est en extase, où elle se met en extase.
Alors, pour finir avec Eugène Onegin, je vais présenter un petit peu encore un autre personnage qui est très important. Je parle de Vladimir Lenski. Il est aussi dans une situation assez difficile, de position assez difficile vis-à-vis des autres, et nous avons un peu outré même cette situation. Nous lui avons donné les couplets de Monsieur Triquet. Normalement, c'est un invité, Monsieur Triquet, qui chante ces couplets. Alors, pourquoi est-ce que nous avons pris cette décision? Eh bien, Lenski se comporte de manière bizarre. Il est pris pour un loser, quelqu'un de bizarre, quelqu'un de ridicule, quelqu'un qui n'est pas respecté du tout. Tout le monde s'en fiche pour aller vite. Il récite des vers, il exprime des émotions, il parle d'amour, mais tout ceci ne provoque qu'un sourire. Tout comme on sourirait de quelqu'un qui se comporte de manière qui ne correspond pas à des clichés, qui n'est pas assez intelligent, qui n'est pas assez adroit. Tout le monde se moque de lui. Mais en fait, c'est quelqu'un d'autre. C'est un personnage tout à fait différent. C'est quelqu'un d'amer, quelqu'un qui se bat contre le monde, qui essaie de montrer qu'il est sincère, qu'il est capable de faire des choses, qu'il n'est pas un imbécile, qu'il peut tout à fait ressentir des sentiments tout à fait sérieux. Il peut tout à fait dire des choses intéressantes, mais personne ne fait attention à lui. Dès qu'il ouvre la bouche, tout le monde rigole. Alors là, il chante le couplet de Monsieur Triquet. Il a été traumatisé par le geste d'Olga, l'autre personnage. Il réalise qu'elle ne s'intéresse pas à lui et il réalise que son amour pour Olga et qu'il pensait réciproque, c'est aussi son invention. Tout comme Tatiana s'est inventé Onegin, Lenski s'est inventé Olga et il se rend compte de cette invention. Et alors, à ce moment-là, il le réalise et il dit « Ok, vous croyez que je suis un loser, vous considérez que je suis un imbécile, que je suis quelqu'un de ridicule, eh bien, vous en voulez, en voilà. » Et alors, il exagère tout ceci et cette exagération nous fait ressentir
sentir de la pitié vis-à-vis de ce personnage. Et puis la scène du duel. Qu'est-ce que c'est qu'un duel? Il n'existait plus de duel à cette époque-là. Alors, c'était sa tentative d'exiger du sérieux. C'était sa tentative d'attirer l'attention des autres. Le duel est mal organisé. Tout le monde rigole aussi. Et néanmoins, lui, il essaie d'aller jusqu'au bout. Il essaie de montrer qu'il est sérieux. Il demande à ce que tout le monde rentre et que tout le monde me voit que je suis quelqu'un de sérieux et qu'on arrête de rigoler en me regardant. Mais évidemment, il est tué et cette tragédie prend place. Et je vais vous montrer donc un petit extrait où vous verrez comment il fait le pitre d'abord et après le duel. Своих игрой и свет сковал камней, ты кружишь головы, и девочек смущаешь покой душевный. Видно для тебя одной Татьяны мало, из любви ко мне ты верно хочешь Ольгу погубить, смутить ее покой, а там смеяться над ней уже. Ах, как честно это! Что? Да ты с ума сошел! Прекрасно! Меня же оскорбляешь, и меня же ты зовешь помешанный. Ты больше мне не будешь.
Mais maintenant, nous passons à la fin de la scène du duel. Juste regardez de quoi ça a l'air, ce duel. Voilà, on en finit avec Onegin. Maintenant, je vais vous parler d'autres réflexions que j'ai eues au sujet d'une œuvre tout à fait différente. Et là encore, c'était assez compliqué parce que je voulais trouver une nouvelle authenticité dans cette œuvre. J'ai essayé de tout expliquer dans cette œuvre qui est pleine de secrets. Je veux parler de Macbeth, de Verdi, que j'ai monté ici à Paris et puis qui a aussi été montré sur plusieurs scènes. Alors, j'avais beaucoup de questions à me poser sur cette œuvre et j'ai même pris un cahier où je notais toutes les questions. Alors, la première question que je me posais, qui étaient les furies, qui étaient les sorcières. Je ne peux pas croire qu'il y a vraiment un mal quelconque incarné par quelques êtres. Et ces êtres-là occupent pratiquement un tiers de l'opéra dans le temps. Ce ne sont pas les trois sorcières de Shakespeare, c'est un grand chœur. Qu'est-ce qu'elles veulent, ces sorcières? Pourquoi elles veulent manipuler Macbeth? Je ne trouvais pas de réponse à cette question, de savoir qui était cette force-là étrange. Mais comme je ne crois pas au miracle, comme je ne crois pas aux contes de fées, j'ai commencé à comprendre que lorsqu'il s'agit d'un mal, ce mal n'existe pas dans un monde extérieur. Le mal est en nous. Et ce mal peut être niché dans nos collègues, dans nos amis, dans nos connaissances, dans les gens que nous connaissons. Simplement, ces gens-là ne se trouvent pas dans les situations où ce mal peut exploser au grand jour. Chaque sorcière, entre guillemets, chaque sorcière peut être gentille, peut être sympa, elle peut être notre amie, mais le mal se manifeste lorsque ce sont ces petites gens qui se réunissent en un groupe.
J'ai toujours essayé d'être à l'écart des grands groupes. J'ai toujours cherché à être loin du groupe parce que j'ai toujours pensé que la force du groupe n'est pas forcément créatrice. Elle peut être parfaitement destructrice. Eh bien, nous avons donc essayé de planter notre action dans un monde tout à fait compréhensible, non pas dans un quelconque royaume, mais dans une petite ville que tout le monde connaît, qu'on voit sur la carte, qui peut exister n'importe où, en Écosse, en Amérique, en Russie, en France, peu importe. Alors, le personnage principal, au tout début du spectacle, monte sur cette scène comme un personnage éminent de cette ville. C'est un militaire victorieux qui revient dans cette ville où les citoyens, les citadins viennent l'accueillir. Ils sont heureux de l'accueillir et ils l'accueillent en triomphe. Et à ce moment, on a l'impression que ces gens ne peuvent en aucun cas menacer son avenir. Mais le temps passe. Alors nous entendons le chœur des sorcières et si on écoute l'enregistrement de Toscanini, ce ne sont pas les voix de femmes qu'on entend, ce sont des voix un peu étranges, des voix inexistantes dans la vie réelle. Alors, il ne doit pas y avoir de sexualisation, si vous voulez, de ces personnages. Eh bien, donc, au bout d'un moment, les citadins ne sont pas contents de voir qu'il y a quelqu'un parmi eux qui s'est envolé un peu plus haut que les autres. Il faut qu'il connaissent sa place. Il faut qu'ils atterrissent, disons. Et donc, le mal qui explose au grand jour, c'est une manipulation. Donc, il devient en fait, Macbeth, je veux dire, devient le cobaye. Et toute cette société, tous ces citadins montent une expérience. Ils essaient de le manipuler, de le provoquer à faire tel autre geste. Au départ, Macbeth n'est pas du tout un méchant, n'est pas un assassin né. Ce serait tout simple d'y voir un assassin né qui, petit à petit, devient de plus en plus méchant. Il est beaucoup plus intéressant de voir quelqu'un de tout à fait normal, tout à fait ordinaire, comme vous et comme moi, et bien que cet homme tout à fait normal, s'il est manipulé, peut arriver à faire des choses très peu savoureuses, disons. Donc en fait, les actes de Macbeth sont provoqués par ces citadins, par ces sorcières. Mais nous avons un autre personnage très intéressant, c'est la femme de Macbeth, Lady Macbeth. Nous l'avons extrait de cette société des sorcières. Lady Macbeth, c'est quelqu'un de particulier. Vous allez voir dans l'extrait. Notre Macbeth est assez subtil, un peu maigrichon, un peu peut-être faiblard en tant qu'homme, les mains peut-être froides. C'est quelqu'un qui a du succès auprès des femmes. Et Lady Macbeth est plus âgée que lui. Elle a de l'embonpoint. On dirait que c'est une femme au foyer. Ce couple paraît bizarre. Vous savez, dans les couples, souvent, il y a quelqu'un qui aime, quelqu'un qui se laisse aimer. Et dans ce cas, justement, elle l'aime et lui se laisse aimer. Et elle, Lady Macbeth, a peur que, en tant que telle, avec le temps, il ne s'intéressera plus à elle. Et elle fait tout pour qu'il ait besoin d'elle. Elle l'aime trop, elle l'adore, elle est prête à se sacrifier pour lui et elle veut tout faire pour qu'il ait besoin d'elle, pour qu'il soit dépendant d'elle, pour qu'il puisse venir pleurer sur son sein, pour qu'elle puisse devenir un soutien pour lui, un appui pour lui.
La morale n'existe pas si c'est pour son mari, pour Macbeth. Elle sait qu'elle doit l'aider, elle le fait pour lui, pas du tout pour elle. Vous allez voir, notre Lady Macbeth, ce n'est pas du tout non plus une femme méchante, une femme fatale qui aspire au pouvoir et qui profite de Macbeth. Bien au contraire, elle fait tout pour son mari, elle fait le pire pour son mari, mais puis à la fin, en fin de compte, elles comprennent qu'ils se sont fourvoyés. Après le premier assassinat, Macbeth pensait qu'il ne s'agissait que d'un seul crime. Mais un seul crime n'existe pas. Une fois qu'on met le pied sur cette voie, on ne peut plus la quitter. Et les sorcières continuent à attaquer Macbeth. Et je vais vous montrer une scène entre Lady Macbeth et son mari, et vous allez comprendre qu'elle est émue par son amour pour son époux. Et à la toute fin, lorsque tout s'écroulera, cette scène de somnambulisme, ce n'est même pas de la folie, c'est juste une profonde tristesse d'une femme qui a compris qu'elle avait fait beaucoup d'erreurs. Et dans cette dernière scène de Lady Macbeth, elle se souvient des moments heureux. Des moments heureux de sa vie avec Macbeth, de son passé où tout allait bien encore, avant ce pas fatal. Et là, nous allons comprendre son amour, l'amour qu'elle porte à Macbeth.
Encore quelques mots sur Macbeth. Так как мы видим в основном главную историю здесь, это Макбет, жертва манипуляции ведьм. Le sujet principal ici, c'est Macbeth qui est victime de manipulation des sorcières, dans notre cas, des citadins, des habitants de cette petite ville. Il y a toute une hiérarchie dans cette petite ville. Et on voit que petit à petit, il en devient totalement indépendant. Il ne peut plus prendre une seule décision sans les consulter. Lorsqu'il sort dans une place, dans la place de la ville, place centrale de la ville, où ces personnages se promènent avec leurs enfants, avec leurs vieux, eh bien, il leur demande de l'aide. Et tous ces personnages le trompent. On entend le voix des spectres, tous les moyens, tous ces galeries de rois qu'on voit à un moment, eh bien, ce sont des technologies de manipulation. Eh bien, ils le manipulent et puis, finalement, ce sont ces personnes-là qui se plaignent eux-mêmes de Macbeth. La situation se retourne. Ceux qui ont planté la graine de méchanceté, la graine du mal dans Macbeth, eh bien, ils se retournent contre lui. Ils l'accusent de le chasser de leur maison. Ils l'accusent de ne pas se préoccuper de leur vie, de leurs enfants, etc. Eh bien, quelle est la solution? Eh bien, puisque c'est lui le méchant, il faut le destituer. Et ils le rendent pratiquement folle. Ils se retournent tous contre lui. Et puis, nous voyons une espèce de folie collective. Et cette folie collective se retourne contre ce méchant. Nous allons vous montrer le final de Macbeth, le cœur du final. Nous allons voir comment elle le manipule, comment Macbeth fait totalement confiance aux voix qu'il entend et qui viennent de la foule, parce qu'il est complètement dépourvu de toute volonté. Et puis à la fin, tout de suite, on va vous montrer le final. Je vais vous dire quelques mots sur le final. C'était très compliqué pour moi. Je ne comprenais pas cette musique. J'avais l'impression que ce cœur victorieux, le cœur triomphant du final, portait une espèce de force, d'une agressivité qui balayait tout sur sa voix. Je n'avais pas le sentiment de joie dans ce final. J'avais le sentiment du rouleau compresseur. Et nous allons voir à la fin que ce cœur chantait la victoire sur Macbeth, qui a été écrasé, qui est l'incarnation du mal, qu'il faut
vraiment effacé de la surface de la terre, mais en fin de compte, nous comprenons que nous avons pitié de lui, parce que c'est quelqu'un qui s'est complètement embrouillé. C'est quelqu'un qui n'a aucune volonté et qui est victime d'une expérience, d'une expérimentation montée par un groupe. Et tout finit par sa mort, et à la fin, la maison de Macbeth est abattue. Si l'accolto sospetto solo armato Maintenant, passons au final.
Voilà, on en a fini avec Macbeth. Il nous reste encore quelques minutes et je vais vous dire quelques mots sur l'opéra Carmen que nous avons monté à Aix-en-Provence pour le festival d'Aix-en-Provence. Ça fait longtemps que je n'ai pas revu Macbeth et puis ça date d'une dizaine d'années et je me souviens que certains voyaient une ressemblance à Dogville de Lars von Trier, où il y avait une espèce de localité qui constituait une sorte de modèle de l'humanité. Eh bien, revenons maintenant à Carmen. C'est un spectacle qui ne ressemble pas au Carmen que nous connaissons, que vous connaissez. Le problème numéro 1 était de trouver une nouvelle authenticité. C'est très difficile de le faire pour Carmen. C'est l'opéra le plus connu au monde. On peut arrêter n'importe qui dans la rue, tout le monde dira ce que c'est que Carmen et pourra même chanter quelques airs. Le sujet est connu aussi. Il faut ressusciter la foi dans cette histoire. Et la foi n'est pas évidente. Nous savons tout ça très bien maintenant. Et les places à Séville, les toréadors et les contrebandiers, ce sont les attractions pour touristes. Et Habanera, par exemple, ou l'arrestation de cette gitane démoniaque, ça fait partie des clichés. Nous pouvons même recréer Carmen par des gestes, et tout le monde reconnaîtra. Et donc, j'avais du mal à trouver quelque chose, à trouver un nouveau sens organique à cet opéra, sachant que tout le monde est au courant. Tout le monde connaît le sujet. Si on fait monter sur scène des personnages modernes, habillés comme nous tous, eh bien, nous, spectateurs, connaissons Carmen et les personnages que nous allons faire monter sur scène connaîtront aussi le sujet de Carmen, n'est-ce pas? Donc, le point de départ était le suivant. Tous les personnages de ce spectacle savent bien ce que c'est que Carmen, que l'opéra Carmen. Ils connaissent la Habanera, ils connaissent les tubes de Carmen. Et nous avons pensé que ce serait intéressant de faire une sorte d'approche différente, parce que le flirt de Carmen, l'image de femme fatale, c'est presque un petit peu ridicule aujourd'hui. Nous, spectateurs, nous ne pouvons pas vraiment croire que nous voyons sur scène une femme fatale. Nous allons nous en convaincre, mais nous n'allons pas le croire au fond de nous-mêmes. Le texte de Habanera, par exemple, ne sera une révélation pour personne. Même au contraire, il paraîtra plutôt banal. Eh bien, donc l'histoire, tout le monde la connaît. Les personnages savent de quelle histoire ils font partie. Alors, comment faire pour réanimer cette histoire? Comment trouver une nouvelle authenticité? Eh bien, il faut profiter. Il faut profiter de ce sujet que tout le monde connaît. Alors, donc, les personnages, ce ne sont pas Carmen ou Don José ou le Toréador ou Micaela. Ce sont nos contemporains. Nous voulons évidemment éviter aujourd'hui des passions qui sortent du contrôle. Nous essayons de rester dans une sorte de zone de confort. Nous vivons dans une réalité où nous connaissons un vide, nous connaissons une insatisfaction, la nuit, etc. Nous aimerions bien vivre des passions, mais nous ne pouvons pas le faire, ou quelquefois nous ne voulons pas le faire. Nous avons peur des passions, nous avons souvent peur d'amour, tout simplement, sans parler des passions. Eh bien, nos personnages voudraient vivre ces passions. Et donc, nous présentons sur scène une sorte de jeu thérapeutique pour Don José. Nous allons vous montrer le petit extrait.
où nous verrons Don José arriver dans un lieu particulier parce que sa femme et lui-même, personnes qui nous ressemblent à vous et à moi, qui sont des personnes averties, qui sont pas du tout naïfs et qui viennent donc dans cet endroit pour ressentir de vrais sentiments. Et donc la femme amène ce personnage qui va jouer Don José, eh bien, elle l'amène dans cet endroit pour le guérir de sa crise de la quarantaine. Et la thérapie qu'on propose est de traverser différents sujets bien connus. Cela pourrait être le sujet d'Othello ou un autre, mais là, on décide de choisir le sujet de Carmen. Il s'agit de vaincre l'apathie de cet homme qui est un peu endormi, qui ne vit même plus pleinement la sexualité. Donc il faut le réveiller. Et les personnages qui apparaissent sur scène, ce sont de faux acteurs qui doivent aider Don José à jouer le jeu de Carmen. Alors, on n'a pas de costume, tout le monde porte une sorte d'uniforme avec un petit badge avec les noms des personnages, comme dans des jeux de rôle. Au départ, Don José n'y croit pas trop, il considère que c'est une bêtise, ça ne marche pas, et puis finalement ça marche. Et il se sent englouti par ce sujet. Il ne réalise même plus ce qui est réel, ce qui est le jeu. Et donc, si on peut parler de Lars von Trier et de Dogville pour Macbeth, eh bien, pour Carmen, on m'a parlé du film de David Fincher, Le Jeu. Donc, encore une fois, on parle d'une sorte de réalité reconstruite et recréée. Don José connaît donc le sujet de Carmen. Il sait qu'il y a le toréador. Il sait qu'il y a une femme fatale qui est Carmen. Donc, on ne peut pas y croire. Un homme normalement constitué d'aujourd'hui ne peut pas croire à ces bêtises. Mais finalement, il marche dans la combine. Et alors, il abandonne son attitude ironique. Nous ne voyons pas le moment où il change d'attitude, mais nous voyons qu'il est complètement aspiré par ce jeu. Je vais vous faire voir deux extraits. D'abord, le tout début où il garde encore cette attitude ironique, pour qu'on puisse comprendre quelles sont les règles de jeu. Et puis, vous allez voir le final, vous allez voir comment ça se termine pour Don José.
sévi. À droite, la porte de la manufacture de tabac. Une quinzaine de soldats sont groupés devant le corps de garde. Les uns assis et fumant, les autres accoudés à la balustrade de la galerie. Mouvement de passants sur la place. Et maintenant, la scène finale, je vais dire encore quelques mots sur Carmen. Nous avons vécu beaucoup de choses dans notre vie. Nous avons vécu beaucoup de choses, nous avons vu beaucoup de choses, entendu beaucoup de choses. Nous sommes émotionnellement épuisés. Par rapport aux spectateurs du 19e siècle, c'est sûr que nous sommes très différents. Alors nous avons voulu raconter l'histoire des hommes d'aujourd'hui qui perçoivent le sujet ancien de manière assez méfiante, de manière assez sceptique, et puis qui le perçoivent de manière authentique par moment. Donc, le lien entre le sujet de Carmen et la façon dont on perçoit ce sujet aujourd'hui, c'était cela le sujet de notre spectacle. Et c'était très intéressant pour nous de répéter l'opéra avec les acteurs, les chanteurs qui l'ont déjà chanté beaucoup de fois. Et c'est intéressant de nous voir, de savoir comment ils voyaient leur personnage habituel. Donc, nous avons à la fois gardé le sérieux et en même temps, nous avons regardé les choses de manière assez ironique. Mais le final est différent. Au final, nous avons un drame. Parce que l'objectif de l'expérience était d'aider ce personnage, le monsieur qui venait jouer Don José, eh bien aider ce monsieur à vivre des passions, à vivre les sensations fortes. Vous voyez, comme sur les montagnes russes, mais il doit survivre tout de même. Il doit pouvoir revenir chez lui sain et sauf. Mais c'est là que ça cloche. Quelque chose qui casse, quelque chose qui ne marche pas. Et le personnage devient victime de ce jeu. Je vais vous montrer le final où l'héroïne, qui n'est pas Carmen, mais qui est aussi une actrice qui essaie d'aider à croire les circonstances recréées dans ce jeu, eh bien, elle éprouve même de la compassion vis-à-vis de ce personnage. Donc, Don José est rentré dans le jeu, il ne veut plus le quitter. Il dit à la fin... je suis Don José, je ne veux pas croire que c'était une expérience, c'était Carmen, je l'ai tué, arrêtez-moi. Il ne veut pas y croire, il est écrasé. Et maintenant, le final. Carmen,
Merci beaucoup.